Moi, je vais baisser mon... Donc, j'ai fait de mon mieux. On va parler de la migraine et du handicap, mais comme il y a beaucoup de confusion avec l'invalidité, on abordera aussi l'invalidité. Alors, la définition du handicap, elle est différente de celle de l'invalidité parce qu'en fait, elle ne concerne pas le corps lui-même et la maladie. Elle concerne, comme le dit la définition qu'on peut trouver dans le dictionnaire, elle concerne l'adaptation de l'individu à l'environnement, les difficultés qu'il rencontre à communiquer, à utiliser des outils, à se déplacer dans sa vie quotidienne et dans son emploi. Ça, c'est la définition générale. L'OMS fait une définition précise parce qu'ils aiment bien ça. Je vous le lis, hein, même si vous n'êtes pas handicapé. Et handicapé, toute personne dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge ou d'un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi s'en trouve compromise. Donc, on comprend bien que c'est la même chose avec des termes un peu plus précis. Donc, le handicap, il peut être passager ou permanent. Il n'est pas obligé d'être congénital, c'est-à-dire dès la naissance ou à cause d'une maladie. Ça peut être l'âge ou un accident. Donc, ça peut être la migraine. Alors, en France, on a une loi, une super loi d'orientation 2005 que j'ai dû apprendre par cœur lors de ma formation, qui affirme que constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc là, c'est plus restrictif parce qu'ils ajoutent durable, alors que la définition de l'OMS, c'est temporaire. Alors, il faut remarquer aussi, je pense que vous l'avez remarqué, dans la vie courante, cette loi est très peu appliquée. Il suffit de se promener, d'aller dans certains magasins, même chez certains médecins, il y a rarement des ascenseurs, des rampes. Moi qui ai du mal à voir, bien souvent les documents sont écrits en tout petit. On est encore loin de la reconnaissance du handicap et surtout de l'adaptation de l'environnement aux handicapés. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Et là, c'est quelque chose qui est très difficile à différencier, même pour les personnes qui sont du métier. Alors, l'invalidité, c'est différent du handicap parce que ça ne concerne que la vie professionnelle. Ça concerne la capacité à subvenir à ses besoins grâce à un emploi. Le handicap, ça concerne tout ce qui est de l'adaptation à l'environnement. Hein, la capacité à pouvoir suivre une scolarité normale, comme tout le monde, à pouvoir travailler dans le même environnement avec les mêmes outils que les autres, à pouvoir se déplacer, à pouvoir communiquer, à pouvoir voir. Donc, c'est très différent. Ce n'est pas forcément lié à une maladie. Par exemple, on est amputé de la jambe, ce n'est pas une maladie. Alors, on va se pencher quelques minutes sur l'invalidité. Je reviens dessus. Donc, on a un emploi, on rencontre des difficultés à poursuivre sa vie professionnelle, donc des difficultés d'ordre financier. On peut, dans certains cas, être reconnu invalide. Alors, il y a des critères très précis. Donc, vous avez bien compris que ça concerne les personnes en situation professionnelle.
Donc, il faut être affilié à la sécurité sociale depuis plus d'1 an. Donc, si pas de chance, vous avez travaillé 6 mois après l'école, vous ne pourrez pas être reconnu invalide. Il faut que vous ayez une diminution d'au moins 66% de votre capacité de travail, donc 2/3. Ça, en général, ça se prouve quand il y a des arrêts de travail répétés avec le certificat du médecin, de spécialiste. Et il faut, dans l'année précédente, totaliser au moins 600 heures de travail avant l'arrêt de travail. Donc, si vous avez un arrêt de travail, longue maladie, hein, ça dure 1 an, ce sont les heures avant l'arrêt de travail qui seront prises en compte. C'est la même. Donc, il faut non seulement être affilié à la sécurité sociale, mais avoir travaillé un certain temps. Il y a aussi une option de, si on n'a pas les 600 heures, il faut avoir gagné une certaine somme, mais qui est assez importante, donc j'ai préféré ne pas le noter. Il y a 3 catégories d'invalidité. Donc, dans la première, c'est celle où on peut, par exemple, travailler à mi-temps ou à 2/3 temps. La sécurité sociale permet d'obtenir une pension équivalente à 30% du salaire. Il y a un plafond, hein. Si on gagne 10 000 €, il ne faut pas croire qu'on va gagner 3 000 €. Dans la deuxième catégorie, on est totalement incapable d'exercer une activité rémunérée. Donc là, on peut avoir 50% du salaire. Et dans la troisième catégorie, on est à la fois totalement incapable d'exercer une activité, donc on ne peut pas travailler du tout, mais en plus, on a besoin d'une tierce personne. Donc là, on a 40% du salaire pour pouvoir payer la tierce personne. À savoir que malgré tout, dans certains cas, on peut travailler en deuxième et troisième catégorie dans des emplois adaptés. Ça dépend des personnes, mais généralement, c'est la règle. Juste une question, si on est au chômage, donc, ça se passe comment, tu sais? Oui, bah, si on est au chômage, voilà, là où il faut faire très attention, parce qu'il y a plusieurs personnes dans la communauté qui se sont fait avoir. Si on est au chômage, bien sûr, ça ne compte pas les 600 heures. Donc, il y a des personnes qui acceptent une rupture conventionnelle parce que, voilà, pour elles se sentent gênées d'empêcher l'entreprise de fonctionner normalement. Elles sont convaincues par l'employeur. Elles n'ont pas envie de réclamer un arrêt de travail sans arrêt parce que c'est pénible et puis qu'on se sent jugé. Le problème après, c'est qu'on ne peut plus être reconnu invalide et il y a même pire. Un monsieur s'est retrouvé en grande difficulté parce que pour lui, il avait été reconnu à la RQTH. Pour lui, c'était la même chose que le handicap, c'était la même chose que l'invalidité, sauf que son assurance immobilière n'a pas marché. L'assurance des crédits immobiliers ne concerne que l'invalidité et pas le handicap. Donc, il faut vraiment faire en sorte de rester dans l'emploi le plus longtemps possible et de faire en sorte que l'invalidité soit proposée, je vais l'expliquer après, mais ou par la CPAM ou que vous la réclamiez. Mais en aucun cas, il faut démissionner ou accepter une rupture conventionnelle parce que vous allez perdre vos droits très rapidement. Vous n'aurez plus les 600 heures nécessaires pour prétendre. Et puis, la diminution d'au moins 66% de sa capacité de travail. Si ça fait 6 mois que vous ne travaillez plus, ce sera difficile de le démontrer. Donc, il faut vraiment faire tout son possible. En premier lieu, il faut obtenir la RQTH. Donc, on va en parler avant. Il ne faut pas abandonner son emploi comme ça. Franchement, ce n'est pas une bonne idée, même si on est à bout, même si le médecin n'est pas compréhensif. Il faut bien réfléchir parce qu'on se retrouve sans revenu et quelquefois, voilà, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent avec un emprunt immobilier ou un autre emprunt dans l'incapacité de le payer. Il y a d'autres questions, je poserai après, hein, que les gens ne s'inquiètent pas. Voilà, là, c'était à propos. Voilà. Je te laisse continuer. Donc, les démarches, j'en ai déjà. On remplit toutes les conditions que j'ai énoncées plus tôt.
Alors, vous pouvez faire la démarche de votre propre initiative en allant sur le site Amélie. Il y a un formulaire à télécharger. Il faut aller voir le médecin traitant qui vous signe un certificat. Je crois que le formulaire est aussi sur Amélie, je ne sais plus trop. Quand bien même le médecin refuse, vous pouvez toujours demander un rendez-vous avec le médecin conseil de la CPAM. C'est rare, mais c'est possible parce que quelquefois, certains médecins traitants sont intraitables. Donc, voilà. Dans d'autres cas, votre arrêt maladie se prolonge depuis un moment. La CPAM connaît votre état. Quelquefois, elle prend la décision comme ça. Le plus souvent, je dirais dans 99% des cas, elle vous convoque, vous venez avec vos dossiers, vous discutez et soit elle accepte, de vous mettre en invalidité tout de suite, soit elle vous demande de reprendre à mi-temps avec des temps aménagés, soit elle vous renvoie directement dans l'emploi. Vous pouvez faire appel de cette décision-là. C'est un peu plus compliqué, hein, mais je ne peux pas rentrer dans les détails de tout ce qui est possible. Voilà, vous avez l'option, votre initiative ou l'option, à l'issue des congés maladie répétés, la CPAM vous convoque pour savoir un peu ce qui se passe. Donc, dans ces cas-là, le mieux est quand même d'apporter un maximum de certificats médicaux et bien sûr de ne pas commencer l'entretien en disant « je veux être reconnu invalide tout de suite ». C'est un peu « voilà, qu'en pensez-vous » parce que là, sinon, ça les braque, qu'ils ont envie de prendre la décision eux-mêmes. Est-ce qu'il y a des questions sur l'invalidité là? On va passer. Les questions étaient plutôt sur le statut, par exemple, statut libéral, statut public. Est-ce que c'est aussi par le site Amélie? Tout le monde a accès à ce site-là? Alors, dans l'éducation nationale, comme tu le sais, on ne passe pas par là. Honnêtement, moi, je suis reconnue invalide de l'éducation nationale, mais je suis à la retraite pour invalidité. Je ne saurais trop dire. Il faut demander à la MGEN. Je pense que c'est à peu près le même système, mais je ne saurais pas trop dire. Pour les fonctionnaires, je pense que tous les fonctionnaires sont sur Amélie, donc c'est le même système, mais dans l'éducation nationale et peut-être que dans certains corps de métier, c'est différent. Ça, j'ai fait pour en général. Okay. Est-ce que quelqu'un parmi les personnes qui sont là connaît un peu la réponse? Alors, je regarde. Non, il y a personne. Enfin, chacun parle un peu de son truc, mais je ne vois pas quelqu'un qui serait dans l'éducation nationale. Voilà. Donc, on passe au handicap qui, vous l'avez bien compris, ne concerne pas la maladie ni la difficulté à travailler, à poursuivre son emploi. Donc, le handicap concerne toutes les sphères de la vie. L'école, la famille, le transport, l'emploi et les lieux publics. En fait, c'est pouvoir se déplacer, faire ses courses, aller chez le médecin, tout seul, quoi. Donc, il y a bien sûr la sphère emploi, qu'on va quand même pas mal développer avec la RQTH, mais pas seulement. Donc, la notion de handicap, selon l'OMS, c'est un peu compliqué, j'ai dû l'apprendre par cœur. C'est une maladie ou une déficience. Donc, une maladie, tout le monde sait ce que c'est. Une déficience, ça peut être une diminution de l'acuité auditive, de l'acuité visuelle. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui est amputé des jambes. Voilà, ce ne sont pas des maladies. Quelquefois, c'est lié à des maladies, mais pas forcément. Ce qui est pris en compte, c'est la déficience qui en résulte. Donc, ce qui est pris en compte, c'est la limitation de ce qu'on peut faire ou l'incapacité de faire quelque chose qui est lié à ce sens-là.
hein, le sens de l'ouïe, de la vue, de la capacité à se déplacer, la capacité à comprendre, hein, si on a des troubles cognitifs, la capacité à communiquer avec les autres, par exemple dans l'autisme. Voilà. Donc, ces limitations créent un désavantage. Et le rôle de la MDPH va se jouer là, compenser ce désavantage. Il faut que cette partie-là soit reconnue et la MDPH commence à agir là. Une fois donc le désavantage reconnu, le rôle de la MDPH, c'est de trouver une compensation. La compensation, elle n'est pas destinée à aider la personne directement, à lui donner de l'argent. Non, la compensation, elle est destinée à permettre à la personne de vivre le plus normalement possible, sans être normal comme les autres, mais de ne pas avoir être moins limité, avoir le moins de limitations possible pour pouvoir vivre comme les autres. C'est ça le rôle de la MDPH. Alors, on va passer aux difficultés au travail. Donc, la première chose à faire, on a des difficultés au travail, c'est-à-dire qu'on a des difficultés à être présent, des difficultés avec son environnement, par exemple à rester devant l'ordinateur, à supporter le bruit, la lumière, à répondre au téléphone, à tenir assis sur son fauteuil. Enfin, il y a plein de situations, hein, je ne peux pas tous les énumérer. Donc, on peut penser qu'il y a un handicap, on en parle avec son médecin traitant, avec le médecin du travail, qui estime qu'il y a un handicap probable ou pas. Bon, quelquefois, les médecins du travail ou les médecins traitants le refusent. Ça n'empêche, vous pouvez quand même continuer, enfin c'est compliqué, mais ça n'empêche pas de demander la reconnaissance de handicap. Donc, ensuite, il faut en parler avec son employeur, parce qu'il faut qu'il soit conscient que ça ne lui tombe pas. Quelquefois, l'employeur peut se montrer compréhensif et il suffit de mettre quelques petites adaptations en place sans faire une demande compliquée de RQTH, etc. Et en plus, on a moins de remarques désobligeantes, même si on ne peut pas toujours les éviter. Donc, l'employeur a des devoirs par rapport aux personnes handicapées. Alors, déjà, je ne l'ai pas écrit, mais dans toute entreprise, comment dire, il doit y avoir 6% de personnes handicapées. Ce que pensent les employeurs, c'est que les aménagements, les fauteuils et tout ça, ils vont devoir les payer. Donc, ils arquent de cet argument-là pour ne pas payer ces aménagements. Or, c'est la GFIP qui finance ça. Il y a juste des démarches à faire. Donc, les devoirs de l'employeur, c'est de ne pas faire de discrimination à l'embauche. Vous êtes handicapé, il est donc obligé d'avoir 6%. Si à compétence égale, il ne peut pas prendre plutôt la personne non handicapée plutôt que vous. Après, c'est à démontrer, hein, mais si vous êtes handicapé et que vous avez les mêmes compétences que les autres, ils doivent vous payer le même salaire. Et égalité de traitement, donc ça, il ne s'agit pas du salaire, hein, il s'agit de, par exemple, le mot m'échappe, quoi. Des avantages auxquels vous pourriez avoir droit. Par exemple, il y a des CE dans les entreprises. Vous pourriez avoir droit à des places de cinéma, des choses comme ça, à des tickets restaurants, même si vous êtes à mi-temps. Et vous devez avoir un emploi qui correspond à votre qualification. Il est hors de question de vous donner un emploi de sous-fifre parce que vous êtes suspecté de vous absenter plus que les autres ou de façon tout à fait subjective, on pense que vous êtes moins capable que les autres. Non, si vous avez un emploi avec des compétences, le diplôme, vous devez exercer un emploi qui corresponde à votre qualification. Et l'employeur doit aussi adapter l'emploi à vos limitations pour limiter les désavantages dont on a parlé.
Et là, comme j'en ai parlé, il s'agit des aménagements. Alors, pour les aménagements, ce qui intervient, c'est Cap Emploi. Alors, Cap Emploi est relié à Pôle Emploi. Cap Emploi se déplace normalement sur le lieu de travail, vous convoque, analyse la situation et fait des recommandations. Pour obtenir ça, bien sûr, il faut passer par l'AMDPH. Pour obtenir c'est la reconnaissance de travailleurs handicapés qui permet l'intervention de Cap Emploi puis de la GEPFI. Donc là, on va parler du rôle des MDPH. Les MDPH, elles informent donc les personnes en situation de handicap. Donc, vous pouvez aller sur le site. Normalement, elles font des campagnes. Je regarde peu la télévision, donc je ne peux pas vous dire. Donc, elles informent, elles conseillent, elles accompagnent les personnes et leurs familles, elles sensibilisent les citoyens au handicap. On nous pose souvent des questions, mais nous ne sommes pas des professionnels. Hein. Vous pouvez aller sur le site, vous renseigner, vous pouvez téléphoner, demander à être reçu. Vous aurez droit à des informations plus personnalisées parce que nous, à l'association, on n'est pas des professionnels. On fait ce qu'on peut, mais on ne peut pas connaître toutes les situations, on ne peut pas connaître vos maladies. Déjà, on n'a pas le droit. Donc, le mieux, c'est de les contacter directement. C'est leur rôle. Donc, les missions de la MDPH, c'est dans le cadre de l'école. Elles peuvent aider à financer du matériel pédagogique. Par exemple, pour les malvoyants, il existe des claviers en braille. Il peut avoir aussi des logiciels pour que ce soit plus grand, plus contrasté. Il y a l'aide humaine à l'école, les auxiliaires de vie scolaire, j'espère que ça s'appelle encore comme ça, ou des classes adaptées, c'est-à-dire des enfants en situation de handicap, il y en a de moins en moins, qui sont dans des classes d'inclusion, dans les écoles normales. Et ils bénéficient d'horaires avec des enfants non handicapés et une partie du temps, ils sont dans cette classe pour avoir des enseignements adaptés. Dans l'orientation, là, ils aident ils orientent les enfants justement dans ces classes adaptées, dans des services qui sont à moitié hospitaliers et à moitié scolaires pour les enfants vraiment qui en relèvent. Il existe des ateliers pour aider les adultes à s'insérer dans l'emploi. Voilà, il y a plein de dispositifs, je ne les connais pas tous. Il y a des prestations dont on parlera plus tard. Donc, l'allocation adulte handicapé, la prestation compensation du handicap, la carte mobilité inclusion. Donc ça, on en parlera plus tard. Et ce qui nous intéresse, c'est la reconnaissance de travailleurs handicapés, la RQTH, la formation, donc ça c'est la RQTH, une formation spécialisée qu'on peut obtenir avec la RQTH et les actes. J'ai un trou, excusez-moi. Alors, les démarches. On va sur le site. Donc, si on a du mal, on peut demander de l'aide. On n'hésite pas. Hein, il ne faut pas rester paniqué, ça peut être compliqué. Sur ce site, vous allez télécharger un formulaire de demande et un certificat médical. Je vais détailler après. Hein. Et ensuite, on envoie le tout à la MDPH. Pour composer le dossier, donc il y a le formulaire, le certificat médical et le projet de vie. Ce formulaire se compose de, maintenant, en tout cas dans mon département, on ne le télécharge plus, on le remplit en ligne, c'est le même, hein, mais il se compose de vraiment énormément de pages, 30 ou 40 pages, parce qu'il couvre tout, quoi. La scolarité, l'enfance, l'âge adulte, les personnes âgées, l'emploi, donc on ne remplit pas forcément toutes les pages. Dans le formulaire, ce sont pour le nôtre, c'est plutôt des questions administratives et des genres de QCM sur vos limitations. La partie importante, vraiment importante, c'est le projet de vie. C'est là où vous allez pouvoir exposer toutes les difficultés que vous rencontrez.
Je l'expliquerai un peu après. Donc, pour avoir un dossier qui tienne la route, quand on est migraineux, c'est important d'emmener son calendrier des migraines. Parce que dire juste j'ai 3 migraines par mois ou j'en ai 25, non, il vaut mieux 3 mois, 6 mois, c'est mieux. Les comptes rendus médicaux, les factures, le cas échéant. Alors ça, c'est plutôt, ça peut être par exemple pour le céphalie, hein, mais c'est plutôt pour des personnes qui ont besoin de soins, des prothèses, des choses comme ça. Des devis pour le matériel, les recommandations du médecin du travail si c'est pour la RQTH, et des éléments sur la carrière professionnelle. Alors là, vous allez le remplir aussi dans le formulaire, mais c'est aussi bien de les amener. Alors là, on arrive au point clé du dossier de handicap. C'est vraiment le point le plus important. Vous aurez une page ou une page et demie. Si ça ne suffit pas, vous pouvez en rajouter. C'est très important aussi d'être structuré dans ce document. Il n'y a pas de question, c'est à vous de le rédiger. Tant pis s'il y a des fautes, tant pis si c'est mal écrit, ça fait partie de votre personnalité. Au début, il faut décrire la maladie. Ce n'est pas obligatoire, hein, mais c'est ce qu'il y a de plus simple pour que ce soit clair. Vous décrivez votre maladie et vos symptômes comme vous les ressentez vous. Hein, ce n'est pas une description médicale, c'est comme vous les vivez vous, personnellement. Les difficultés que ça engendre, les solutions déjà tentées et l'aide des proches, ça c'est très important de montrer que vous avez essayé de vous débrouiller tout seul. Et dans la conclusion, c'est important aussi d'être clair sur les solutions que vous demandez, que vous pensez aidantes pour vous, et pas seulement des solutions financières. Vous ne les obtiendrez peut-être pas, mais au moins ça montrera que vous avez bien analysé la situation. Alors, le circuit de la demande. Alors là, une fois que vous avez tout rempli, que vous avez envoyé à la MDPH, donc le mieux quand même, pour être sûr que ça a été reçu, c'est soit on va le déposer directement, soit on l'envoie en recommandé avec accusé de réception. Et puis, on peut appeler quelques temps après. Bon, maintenant, c'est pratiquement toujours en ligne, donc théoriquement, ça ira. Mais voilà. On enregistre le dossier, on vous demande des pièces complémentaires. Ça peut arriver, hein, même si vous avez tout prévu. Eux, ils ont des grilles et il se peut qu'un document que vous avez donné entraîne une demande d'un autre document qu'on ne peut pas deviner avant. Il y a une équipe qui se réunit avec des infirmières, des médecins. Je crois même qu'il y a des personnes handicapées, voilà, des personnes non médicales. À ce moment-là, un infirmier ou un médecin peut vous convoquer à la MDPH pour avoir un entretien, peut vous visiter à domicile pour analyser votre environnement, si par exemple vous avez besoin de barre de douche, si vous avez besoin de canne, voilà, si l'environnement est adapté à vos difficultés. Peut aussi, pas forcément à ce moment-là, mais peut se renseigner auprès de votre emploi et de votre médecin du travail. À la suite de ça, il prépare un plan personnalisé de compensation. Donc, vous avez bien compris, ils essayent de trouver des solutions. À partir de vos solutions et de leur analyse, ils imaginent ce qu'ils pourraient vous aider. C'est fini pour eux. Ils le présentent à la CDAPH. C'est la Commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées. Et ce n'est donc pas la MDPH, c'est cette commission qui évalue les dossiers, la recevabilité et qui donne la décision. Et s'il y a donc un médecin du travail, voilà, c'est envoyé. À savoir que la décision vous convient, tant mieux. Elle ne vous convient pas, on peut toujours faire un recours officieux. C'est écrit dans le courrier à la fin. Et bien souvent, pas à chaque fois, mais de faire le recours ou de demander à être reçu à la MDPH permet de faire réévaluer les choses et d'avoir gain de cause.
Donc, il ne faut pas hésiter. Le recours administratif, c'est un peu plus compliqué. Il faut que ça passe en justice, donc c'est plus délicat. Mais ce recours officieux, c'est vraiment la démarche à faire. Alors, le principe de droit, qu'est-ce que c'est que ça? Le principe de droit à la compensation. Bon, ça, c'est comme je vous l'ai expliqué. Hein, le but, justement, de la MDPH, c'est de compenser. Et ça, c'est le texte qui est dans la loi. La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quel qu'il soit, quelle que soit l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Le droit à compensation doit permettre à la personne handicapée de faire face aux conséquences de son handicap dans sa vie quotidienne pour vivre en milieu ordinaire ou adapté. Donc, le milieu adapté, ce sont les ateliers pour les adultes et les espaces qui sont à moitié hospitaliers, à moitié scolaires pour les enfants. Mais on limite, on limite de plus en plus pour les enfants parce que pour leur socialisation, c'est vraiment pas une bonne chose. Et puis voilà, c'est de la ségrégation, c'est vraiment pas acceptable à mon sens. Donc, pour le handicap dans l'emploi, voilà les compensations que vous pouvez obtenir. Des aménagements techniques. Donc, les aménagements techniques, ça peut être des filtres anti-lumière bleue, des écrans, un fauteuil adapté, des choses comme ça, quoi. Des stores. Pour les aménagements organisationnels, c'est un emploi du temps adapté. Soit diminué, soit des horaires flexibles, soit la possibilité d'avoir des jours flottants pour vous arrêter en cas de migraine. L'accompagnement humain, c'est plus rare, mais on peut imaginer une personne malvoyante, on peut l'aider dans ses déplacements, des choses comme ça. Par exemple, moi, j'étais dans l'éducation nationale. Une enseignante était malvoyante et c'était une excellente enseignante, mais elle ne voyait pas les enfants qui étaient au fond de la classe, qui levaient le doigt, etc. Donc, elle avait une personne à côté d'elle qui lui permettait de questionner ces enfants-là ou de se rendre auprès de ces enfants-là pour les aider parce qu'elle ne pouvait pas les voir s'ils levaient le doigt. Alors, la mise en place des compensations, on en a déjà un peu parlé. Donc, auprès de l'employeur, il y a Cap Emploi qui fait une information sur le handicap et qui donne des conseils. Là, c'est l'AGEFIP qui intervient. D'ailleurs, dans les deux cas, c'est l'AGEFIP qui intervient. L'employé, il est accompagné pour l'insertion dans l'emploi par Cap Emploi pendant 6 mois. Théoriquement, hein, on vient le voir régulièrement pour voir si la mise en place des compensations lui permet de vivre correctement dans l'emploi et reste disponible en cas de besoin. Si vraiment, en l'état, on ne peut pas adapter l'emploi à l'employé, on peut lui proposer une formation. Et pendant cette formation, son salaire est maintenu afin qu'il puisse s'adapter à l'emploi qu'il avait ou à un autre emploi qu'on lui proposerait dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a des questions là? Non. Alors là, on arrive presque au bout. Hein. En dehors de la reconnaissance de travailleurs handicapés et des difficultés rencontrées dans l'emploi, il y a d'autres aides possibles en cas de handicap. L'allocation adulte handicapé, pour la percevoir, il faut avoir un handicap supérieur à 80% ou entre 50 et 79% de restrictions substantielles et durables d'accès à l'emploi. Ça, c'est très difficile à prouver. Je connais des personnes qui l'ont obtenu, mais c'est difficile. Ça, c'est l'option pour les personnes qui, justement, ne rentrent pas dans le cadre d'obtention d'une pension d'invalidité. Ils n'ont jamais travaillé, ils n'ont pas assez travaillé. Et puis, les handicapés de naissance.
à cette allocation, on peut ajouter une majoration pour vie autonome. C'est-à-dire que vous avez l'allocation adulte handicapé, vous vivez dans votre famille, vous l'avez. Si vous avez besoin, si vous vivez seul, si vous avez vraiment un degré d'incapacité important, vous avez cette majoration pour vie autonome. J'ai mis 3 petits points, hein. Il y a vraiment plusieurs critères, mais c'est possible. Donc, vous avez droit à ces deux revenus si vous vivez en dehors de votre famille. La prestation compensatoire de handicap, c'est par exemple pour payer des prothèses auditives, pour payer une chaise roulante, des choses comme ça, ou alors pour les gestes de la vie quotidienne. Sauf que là, je pense qu'on est tous à y avoir pensé. Mon médecin, j'ai fait la demande 36 000 fois. Il ne faut pas croire que c'est pour vous aider à faire le ménage. C'est simplement pour l'aide à la toilette, l'habillement, la préparation des repas, le lever, le coucher. Si vous vivez dans une maison immonde, ça ne concerne pas la MDPH. C'est révoltant, mais c'est comme ça. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà. J'ai essayé de faire le tour de tout ce qui était possible, tout ce que l'invalidité et le handicap peuvent vous proposer dans le cadre général. Maintenant, je vais essayer de répondre aux questions. On va essayer de… Alors, il y a quelqu'un qui demandait, mais bon, je ne pense pas que ça relève de nos capacités à répondre, si le statut de travailleur handicapé doit être stipulé sur son CV quand on est au chômage et qu'on cherche de l'emploi. Ah ben, c'est quand même mieux qu'il soit signalé à Pôle emploi. Par contre, on n'est pas obligé de signaler à un futur employeur. On n'est pas obligé, on le signale si on veut. Une petite anecdote, par exemple, à la Poste, le président est handicapé et d'après ses statistiques, il n'avait que 3% de personnes handicapées à la Poste. Donc, il était loin des 6%. Il a eu une espèce d'inspection. Ils ont fait une journée sur le handicap invisible. Ça a libéré la parole et en fait, il y avait 8% d'handicapés dans l'entreprise. Ce qui veut dire que il faut parler, il ne faut pas avoir honte. Ça ne va pas forcément se retourner contre nous parce que là, en l'occurrence, le président était handicapé. Hein. C'est comme pour la migraine, le handicap, il faut qu'on le mette en avant, qu'on ose le dire, qu'on libère la parole, qu'on fasse notre coming out parce que sinon, on n'y arrivera pas, quoi. Mais ce n'est pas obligatoire de le mettre dans un CV ou de le dire lors du premier entretien. Après, si vraiment vous êtes aveugle, vous avez besoin d'un fauteuil roulant, franchement, ne pas le dire, ça va se retourner contre vous. Hein. Mais si vous êtes diabétique, par exemple, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir une RQTH, ce qui vous permet, par exemple, d'avoir des écrans anti-scintillant parce que le diabète, ça abîme les yeux, etc. Mais si vous n'avez pas envie de le dire, ce n'est pas obligatoire. Après, si vous faites une hypoglycémie au travail, ça peut se retourner contre vous parce que les gens ne vont peut-être pas réagir assez vite. C'est à vous de voir. Mais moi, je conseillerais de ne pas le dire dès le premier entretien et voir si ça accroche. En général, on a 2 entretiens avant d'être recruté, donc on se donne une chance que l'employeur ne vous regarde pas avec des œillères, et l'esprit ouvert, et ensuite, si vous recrutez une deuxième fois, c'est que sans doute vous l'intéressez, peut-être que vous pourrez en parler là. Mais absolument. Alors, il y a beaucoup de monde qui réagit surtout sur l'invalidité et la rupture en fait, de contrat dont tu as parlé. Voilà, pas mal de personnes ont été forcés ou se sont sentis obligés ou etc. D'arrêter leur emploi parce qu'ils étaient dans une situation. Et après, le problème se pose comme tu l'as expliqué. Dans ces cas-là, il y a les syndicats. Hein. Je ne suis pas syndiquée, mais même quand on ne l'est pas, on peut très bien les consulter, ils peuvent intervenir.
Bon, les employeurs n'aiment pas toujours, mais ça fonctionne. Le médecin du travail, normalement, doit vous aider. Après, en tout cas, ce qu'il faut faire avec certitude, c'est de ne pas prendre de rupture conventionnelle. Il faut obliger l'employeur à vous licencier pour inaptitude, mais absolument pas accepter une rupture conventionnelle. Tant pis, vous cédez, vous vous arrêtez, tout ce que vous voulez, mais vous perdez tout si vous acceptez une rupture conventionnelle. Il y a des gens qui demandent si on a éventuellement des statistiques concernant la migraine. Est-ce que, alors, le taux de je ne sais pas ce que ça veut dire, RQTH accepté par la MDPH, oui, le taux donc de personnes handicapées concernant la migraine. On a l'impression qu'en fait, comme ce n'est pas une maladie qui est reconnue, c'est pas une enfin voilà, ça. Il y a de plus en plus de personnes qui obtiennent la RQTH. La reconnaissance de l'invalidité totale, c'est plus compliqué. Après, il y a une grande inégalité entre les départements pour déjà une bonne raison, c'est qu'il n'y a pas d'organisme central. Chaque MDPH est autonome. Ensuite, c'est pour ça que quelquefois je conseille de représenter un dossier parce que les commissions sont différentes, ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Et puis c'est vrai que si vous passez après une personne qui a un dossier absolument affreux, le vôtre en comparaison, ils sont humains, même s'ils ont des critères, voilà, c'est peut-être pas le jour. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment que, de toute façon, il ne faut pas partir perdant. Il faut essayer. Plus on essayera, plus on sera reconnu. Et de plus en plus, des personnes obtiennent la RQTH. Alors moi, j'ai essayé de travailler sur ce dossier avec Madame Déquerlé, au secrétariat d'État au handicap. Bon, avec le Covid, ça a été compliqué. Je sais que dans la loi santé 2022, il y a plein de dispositifs qui se mettent en place, notamment un référent handicap dans toutes les entreprises de plus de 200 personnes qui doivent aider à la fois l'employeur et l'employé à se repérer dans tout ce dédale. Mais il ne faut absolument pas accepter d'être une sorte de licenciement déguisé par l'employeur. Alors après, juridiquement, on va essayer de voir avec Bénédicte si elle nous répond comment réagir. Mais voilà, et de toute façon, vous pouvez aller à Pôle emploi. Hein, mais je vais me renseigner un peu plus avant pour savoir s'il y a autre chose que les syndicats ou le prud'homme, si vraiment vous êtes poussé. De toute façon, il ne peut pas vous obliger. Une rupture conventionnelle, ça veut dire que des deux côtés, on est d'accord. Vous refusez, il n'aura qu'une solution, c'est de vous licencier. Alors après, il peut vous pourrir la vie. Pourrir la vie, vous voyez avec votre médecin, vous êtes en burn. Voilà. Hein, mais ce sera lui qui aura une personne en longue maladie. Alors, je vois qu'il y a une question sur l'ALD. Oui, c'est autour. Il y a des gens qui répondent en même temps, donc j'ai l'impression que ça s'est réglé tout seul. On m'a dit que les migraines ne pouvaient pas être pris en ALD. Quelqu'un dit ALD possible en classification habituelle si très invalidante. Non, alors là, je vais éclaircir les choses. Bon, l'ALD, c'est un petit peu hors cadre, même si en ALD, on est reconnu. Ça veut dire quoi, ALD? Ça veut dire affection de longue durée. Alors, il y a 30 maladies reconnues, donc maintenant, il doit y en avoir 31 avec l'endométriose, où quand on les a, on a pratiquement automatiquement le droit à la reconnaissance d'ALD. Ensuite, il y a la possibilité d'affection hors liste. Et ce n'est pas relié à la gravité de la maladie, c'est relié au coût des soins. Ouais, moi, j'ai 2 ALD, mais en plus, j'ai la DMLA. La DMLA, on peut quand même reconnaître que c'est une affection quand même assez importante. Mais je n'ai pas droit à l'ALD parce que ma DMLA à moi, elle ne se soigne pas, elle ne se guérit pas, donc tant pis, pas d'ALD. Donc, c'est vraiment à la fois une maladie grave, entre guillemets, mais qui entraîne des soins coûteux. Il faut que les deux soient réunis.
Normalement, j'avais commencé à travailler avec le ministère de la Santé sur le dossier. Et voilà, le Covid a tout bousculé. Et puis maintenant, c'est les élections. Tout sera bon à refaire. Mais vous inquiétez pas, on s'en occupe aussi. D'autres questions? Écoute, non, il y a des réponses qui arrivent. Voilà, redites-moi quelqu'un si j'ai raté des questions qui étaient importantes. Remettez-les. Alors, si... Ah oui, lors d'un rendez-vous neurologique avec la RQTH, avons-nous un maintien de salaire? Vous voulez dire que vous avez pris rendez-vous pendant votre travail? En général, vous avez dû manquer le travail pour aller à un rendez-vous médical. Non, normalement, la RQTH n'entre pas là-dedans. Il faut négocier ça avec son employeur, mais non, je ne pense pas. Il y a quelqu'un qui dit, donc en fait, lorsqu'on est chômeur, on a perdu toutes les chances d'être reconnu en invalidité ou en handicap. Non, on a perdu. Quand on est chômeur de longue durée, on ne peut pas être reconnu invalide, enfin, on ne peut pas bénéficier d'une pension d'invalidité. C'est surtout ça. Par contre, on peut être reconnu handicapé. Il n'y a pas de souci. Et on peut obtenir une RQTH. Là, on passe par Pôle emploi, puisqu'on n'a plus de médecin du travail, mais c'est ce qu'il faut faire. Si on a du mal à trouver un emploi à cause de migraine ou d'une autre maladie ou d'un autre handicap, parce que ce n'est pas la même chose, il faut absolument faire une demande de RQTH. Même si, par exemple, vous êtes étudiant, vous avez le droit de faire une reconnaissance de travailleur handicapé avant de vous retrouver sur le marché du travail. OK. Et donc, il y a une personne qui dit qu'elle est reconnue handicapée et qu'elle a été accompagnée par Cap Emploi pour une reconversion. Voilà, ce n'était pas pour une insertion dans l'emploi existant, c'était pour obtenir une reconversion dans un emploi plus adapté à son handicap. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de la présentation? J'ai essayé de répondre au maximum de questions. Il y avait beaucoup de sujets. Il y avait quelqu'un qui parlait de son problème. Quand on est en libéral, en fait, ça va être encore autre chose comme parcours? Tu sais pas? Alors là, je ne peux pas répondre. Ouais. C'est vrai qu'il y a des statuts qui sont compliqués. Ouais. Voilà, non, ça, je ne peux pas répondre. J'ai fait mon maximum. Ça a été beaucoup de travail pour préparer ça. Et bon, j'ai pu faire relire, on a validé. Mais pour tous les cas particuliers, je ne connais pas. Je connais pas. Il faut vous rapprocher. Alors, pour un libéral, je ne sais pas. Pour l'éducation nationale, il faut vous rapprocher de la MGEN et du médecin de l'éducation nationale. Moi, il m'a beaucoup aidé, le médecin de l'éducation nationale. Donc, il ne faut pas hésiter. Il y a des personnes ressources. Elles sont plus compétentes que l'association. Donc, il ne faut pas hésiter à voir le médecin du travail, le médecin de l'éducation nationale, prendre rendez-vous à la MDPH, en discuter avec votre médecin. Ce sont vraiment les personnes ressources les plus indiquées. Oui, il y a des assistants sociaux à la MDPH, en plus des infirmiers. Merci de l'avoir précisé. Je crois qu'on va arrêter là, hein, si vous voulez. Merci en tout cas de votre présence. Merci à toi pour ce gros boulot. Il y avait tellement de besoins que j'ai fait au mieux.